Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier, un podcast bien sûr qui est dédié à l'immobilier commercial, multilogement, développement de terrain. Bref, au passage, on va parler d'entrepreneuriat, de mindset et aujourd'hui, on va parler spécialement de ESG avec Nathalie Volant. Nathalie, bienvenue. Merci, bienvenue. Nathalie qui est présidente de gestion immobilière Covalis. Donc, soyez à l'écoute, ça va être vraiment intéressant. Nathalie, elle a une vision très globale et complètement différente de ce qu'on peut entendre normalement dans l'immobilier. Très innovateur. Nathalie Volant, merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir, merci d'être intéressée de notre histoire. Ben oui, absolument. Puis en fait, je te connais pas, puis j'ai envie de connaître ton histoire. Tu as quand même, il semble avoir une feuille de route assez impressionnante. Merci. Oui. Donc, ça fait quoi, 25 ans que tu es dans l'immobilier? Oui. Quand même. Présidente de gestion immobilière Covalis. Oui. Et puis, tu es issu du domaine travailleur social, en fait, il y a plusieurs années. Mm-hmm. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu rapidement, là, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené vers l'immobilier, d'où tu viens, en fait, juste pour que les gens ils comprennent un petit peu tu es qui et moi aussi, au passage. Avec plaisir. Alors, j'ai travaillé dans le domaine de travail social parce que, quand même, c'était toujours mon rêve d'aider les autres personnes. J'avais aussi un accident d'auto, alors je voulais quand même être impliquée d'aider les autres personnes dans les mêmes types de situations. Okay. Mais mon père était architecte, développeur immobilier. Alors là, un jour, il m'a appelé pour prendre un lunch avec moi, puis il m'a dit qu'il a eu un diagnostic d'avoir le Parkinson's. Et on ne savait pas vraiment à l'époque, quand tu as un diagnostic comme ça, on ne sait pas... est-ce que c'est la fin de vie? Est-ce que ça va durer très longtemps? Alors, il m'a demandé de prendre la relève de sa compagnie. Okay. Et c'était quand même quelque chose d'intéressant, juste parce que le travail social et l'immobilier, c'est complètement deux différents mondes. Alors, j'ai décidé de prendre la relève de mon père pour 1 an, pour que là, je vais essayer de dépanner, mais aussi trouver des solutions. Sauf que le problématique de la compagnie était un peu plus grave que j'ai pensé au début. Alors là, ça m'a pris un peu plus de temps. Et au fur et à mesure, j'ai décidé de rester dans l'immobilier parce que j'ai pris conscience que vous pouvez aider les personnes avec plein d'outils. Alors, j'ai utilisé l'immobilier comme un outil pour la communauté. Alors, mais quand même, on n'est pas un OBNL, on a une compagnie à but profit. Oui, c'est ça. On a jasé un peu de ça avant. Oui, parce que les gens ils ont souvent pensé que c'était un OBNL, là, en fait. Là. Oui, mais parce que quand on parle qu'on est capable d'aider la communauté autour, puis là, on a une conscience environnementale, immédiatement, les personnes pensent que c'est pas rentable. Oui, c'est ça. Environnement égal, tu peux pas faire de profit si tu touches à l'environnement. Et communautaire, c'est social. C'est ça, c'est subventionné. Exact, oui. Et je peux dire aujourd'hui que j'ai jamais eu une subvention. Je suis complètement ouvert à avoir des subventions, c'est super, mais j'ai pas déjà eu les subventions. Okay. Mais l'idée, c'est que est-ce qu'on est capable de faire un peu mieux dans l'immobilier qu'on était habitué? Alors, parce que j'avais pas de règles ou même des mentors au début, je savais presque rien au début. Alors, c'était intéressant de comme réinventer un peu la façon qu'on est capable de rentabiliser des différents types d'immeubles avec un angle qui est un peu plus social qu'auparavant. Bien, c'est vraiment intéressant parce que moi, je suis dans l'immobilier. Bon, je suis courtier immobilier, je travaille beaucoup avec les investisseurs. Puis cet angle-là, on essaie de le prendre, mais c'est pas toujours facile. L'espèce d'angle social, on veut le prendre, puis je pense qu'on a le devoir aussi, quelque part, de faire ça. Puis justement, c'est un peu aussi ça pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, je vais parler des ESG, espèce de... Ça semble... Apparemment que c'est un new trend, mais visiblement, tu vas nous dire le contraire, je suis convaincu. Et puis en même temps, j'aimerais ça que tu m'expliques qu'est-ce que les ESG, c'est quoi si j'étais comme un enfant de 5 ans, mettons. Tu sais, je sais pas c'est quoi les ESG. Fait que, il y a beaucoup de gens qui le savent pas, mais ça serait le fun que tu nous en parles un petit peu. Premièrement, il n'y a aucune définition globale pour ESG. Alors, les personnes qui disent qu'ils sont des experts, c'est pas vrai. Parce que c'est vraiment un type de pensée que quelque chose de tangible. Alors, ESG, c'est pour environnement, social et gouvernance. Oui.
ça, c'est le plus simple modèle qu'on pourrait dire. C'est ça. Mais la situation, c'est que auparavant, quand le capitalisme a devenu quelque chose, c'est les entrepreneurs ont pris un problème et ont trouvé une solution. Et la solution, c'est une façon rentable pour faire monter une business. Right? Alors, s'il y a quelqu'un qui écrit les livres d'école, alors, exemple, ils vont le publier, le faire pour tout le monde. La même chose au sujet d'une table ou whatever. Au lieu de faire une table, vous faites 100 000 tables. Right? Oui, parce qu'il faut que ça soit rentable. Si tu veux faire une table, il faut que ça soit rentable. Donc... Oui, mais au début, le monsieur qui a créé le premier table, c'est parce qu'il a besoin d'une table. Oui, absolument. Alors, mais quand même... C'est lui qui a fait la première maison, c'est parce qu'il fallait qu'il habite dedans puis qu'il fallait qu'il se loge. La première maison, on ne sait jamais vraiment c'était qui. Mais oui, c'est ça. Mais l'idée, vraiment, c'est que... l'entrepreneurship, dans la façon qu'on a aujourd'hui, il est plus maintenant responsable de l'économie circulaire, de plein de choses. On fait des gaffes extrêmement importantes qui coûtent les générations qui s'en viennent des problématiques. Alors, oui, c'est bien qu'on va utiliser le bois pour plein de matériel de construction, exemple, OK? Mais le problème, c'est qu'on a besoin de les replanter, les forêts, parce que bientôt, on ne va pas avoir des forêts. Alors, avant, quand l'entrepreneurship a vraiment commencé, avant même industrialisation, qui est quand même avant les 1900, des années 1900. Oui, 1920 ou something. Exactement. C'était un peu autrement. Alors, pour moi, je viens comme back to the beginning, dans une façon qu'on est capable d'avoir un développement durable, mais une durabilité, ça sera aussi important pour que là, la compagnie va continuer. Durable, c'est pas juste environnemental. C'est-à-dire, est-ce qu'on est importante? Est-ce qu'on va avoir des clients? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer, qu'on va les mettre à risque, qu'on ne va pas avoir les clients? Alors, la transparence aussi, si on parle beaucoup de ESG maintenant, le problématique, c'est qu'il y a plein de personnes qui annoncent des choses, qui donnent des défis, ils vont dire, dans 2050, on va faire X. Mais le gouvernance, c'est une question de c'est quoi que vous faites, comment est-ce que vous êtes capable de le faire et c'est quoi la façon que vous voulez expliquer à tout le monde que vous faites quoi. OK. Alors, la transparence, c'est vraiment juste de regarder des choses un peu autrement, que vous pouvez mesurer votre impact. Et avec tous les règlements qui viennent avec des différentes villes et tout, l'immobilier a plus maintenant l'opportunité de faire rien. Et si on regarde que notre empreinte carbone, c'est 38 de l'EGS du planète, on a quand même une responsabilité. 38, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est un peu trop. Oui. Et c'est pas nécessaire. Je peux vous donner un exemple. Oui, s'il vous plaît. On a une église. C'était une blague. Mais il y a quelqu'un qui voulait nous vendre un édifice de 35 000 pieds carrés, sauf que c'était l'église. Et quand même, pour nous, on adore les anciens édifices. Alors, il m'a dit qu'il y a un édifice à vendre. Je me suis rendue en face de cette église et j'ai dit, mais là, c'est une église. Pourquoi tu veux vendre une église? Mais il m'a dit, mais regarde ça comme une propriété dans une façon que vous pouvez faire quelque chose avec. Alors, dès qu'on a comme fouillé un peu, on a l'acheté et on voulait regarder c'est quoi qu'on est capable à faire. La maçonnerie de l'extérieur de cette église était les pierres de l'excavation de le canal à la Chine. OK. Pourquoi? C'est-à-dire que les immigrants qui sont venus pour creuser le canal à la Chine, ils voulaient faire une église, mais il n'y avait pas d'argent. OK. Alors, quand ils ont creusé, ils ont pris tous les roches, ils ont les craqué ou whatever, ils ont le transporté à le site, puis ils ont construit une église qui est très belle. Mais on ne regarde pas cette façon. Pour nous, on veut, exemple, si nous, comme propriétaires ou investisseurs, on achète un immeuble, si c'est trop difficile à faire réaménager, on le rase et on construit un nouveau édifice. Parce que pourquoi? C'est plus facile, il y a moins de risques, parce qu'on pense qu'on contrôle. Right? Et on contrôle quoi? Parce que maintenant, les prix de construction sont tellement plus hauts, les coûts d'intérêt sont plus hauts. Absolument. Il faut le regarder dans une autre façon. Alors, je pense que c'est le bon timing de regarder comment est-ce que nous, c'est-à-dire l'industrie de l'immobilier, comment est-ce qu'on est capable d'utiliser cette tendance, mais
je vais dire plus une ouverture, right? Parce que maintenant, les personnes sont à l'écoute. Avant, ils m'ont regardé comme Mère Teresa de l'immobilier. Oui, il y a plein de personnes qui m'ont demandé, qui m'ont nommé ça. T'es la Mère Teresa de l'immobilier. Oui, il y a quelqu'un qui l'a dit ça. Ah oui. Mais je pense que ESG, c'est une façon de regarder une responsabilité, pas juste vers le profit, mais vers la communauté et l'environnement autour, et d'expliquer comment et c'est quoi que vous avez fait. Puis ça se ferait dans l'existant et dans la construction neuve aussi? Oui, c'est ça. C'est fait où tu veux l'avoir. Alors oui, pour nous, on a une volée de rétrofit dans les édifices existants, mais on a commencé il y a quelques années pour construire de nouveaux compagnies, des nouveaux édifices carbone neutres et accessibles, abordables, qui est quand même habituellement pas dans les mêmes phrases, on va le dire. Ouais, exactement. C'est soit environnemental, cher, ou accessible, abordable, pas bon pour l'environnement. Bien, c'est le défi actuellement. Oui, c'est sûr. Ça, c'est un gros défi. Oui. Abordabilité puis rentabilité, c'est ça, ça va comme pas dans la même phrase, tu sais. Oui. Mais ça se fait, parce que visiblement, vous le faites. Il faut. Oui. Il faut. Mais pour moi, on a toujours, dans notre compagnie, on a eu l'opportunité pour nous distinguer, de faire des choses que les autres ne voulaient pas. Alors, mon premier édifice qui s'appelle le complexe du Canal à Chine, le floor plate de cet édifice, c'est comme la plupart des unités sont à 750 pieds carrés. OK. Qui veut gérer ça? Right? Si on a 250 locataires, c'est beaucoup de gestion. C'est beaucoup de gestion. Oui. Alors, ma compagnie, Gestion Immobilière Quo Vadis. Oui. Parce que, pourquoi? On est quand même très bon de travailler avec les êtres humains. OK. Right? Et notre... D'où ton background de travailleur social. Super intéressante parce que on a tellement de personnes qui sont contentes, c'est-à-dire qui sont bien dans leur espace, qui ont nous référé leurs amis, leurs autres compagnies et tout. Alors, on a eu un type de philosophie qu'on est un peu différent que les autres édifices parce qu'il y a plein des édifices. Alors, on a toute la compétition, right? Ben oui. Mais ben oui. Si on a un édifice qui, quand même, a des valeurs un peu différentes, au début, on avait peur que... Bon, on avait beaucoup de peur pour beaucoup de raisons, mais... oui, c'est normal. Mais on a décidé qu'on ne voulait pas changer nos valeurs juste parce que j'ai changé industrie. Oui. Alors, mais vos valeurs, c'est le fondement c'est le fondement de tout, en fait, là, de votre business? Je pense que chaque fois que je m'ai associée à des projets qui n'avaient pas les mêmes valeurs, c'était un échec. Okay. C'est-à-dire... si on veut travailler avec quelqu'un qui a une philosophie d'investissement à court terme, ils ne vont pas faire les rénovations d'un édifice de la même façon que quelqu'un d'autre qui va garder cette propriété pour plus longtemps. Parce que l'immobilier aussi, c'est du long terme, là, on s'entend, là? OK. L'immobilier elle-même est de long terme, mais les investissements sont à court terme. Ça, c'est vrai. Right? Parce que les personnes veulent qu'ils vont prendre leur investissement et en 2, 3, 5, 7 ans, ils vont quitter. Right? Oui. Et maintenant, il faut regarder que les différents édifices qui ne sont pas prêts pour le carbone neutralité en 5, 7 ans, que ça, c'est le temps maintenant, vous êtes en trouble parce que bientôt, les exigences, les règlements, les clients, les acheteurs ne veulent pas avoir un édifice qui est brun. Absolument. Alors, finalement, on est populaire. Puis même les institutions... Oui, c'est ça. Même les institutions financières, je suis allé dans une conférence récemment qui disait que, écoute, c'est un petit peu avant-gardiste que ce qui a été dit là-bas, mais en même temps, peut-être ça va arriver que même les institutions financières ne voudraient plus prêter si c'était pas carboneutre. Alors, nous, on a une association avec la Banque nationale. OK. On a juste vient de parler il y a quelques jours que c'est comme notre 2e anniversaire de travailler avec eux. Okay. Mais ils ont nous cherché parce qu'ils voulaient changer la philosophie de leurs prêts pour regarder quand... maintenant, avec leur investissement, parce que quand même, les investisseurs sont aussi des investisseurs dans la banque, ils voulaient avoir quand même un portfolio décarbonisé.
Alors, c'est sûr, les opérations de Banque nationale avec tous leurs différents immeubles, ça, c'est une chose. Mais aussi les prêts qu'ils donnent. Ils devraient aussi maintenant être plus carbone neutres parce que les investisseurs dans les banques veulent avoir ça. Absolument. Alors, on a créé quand même une belle relation avec la Banque nationale qu'on a vraiment s'assis ensemble, puis on a écrit les critères de c'est quoi un ESG prêt, un prêt vert, un prêt avec des KPI qui sont associés aussi à le social, que c'est rare. Alors, on a fait le premier prêt en Amérique du Nord qui est un ESG prêt avec la Banque nationale. Qui est bien. Alors, et après ça, on a fait comme un prêt après l'autre ou whatever parce que maintenant, c'est sûr que vous pouvez leur demander la question plus intéressante que moi, mais maintenant, ils ne vont pas donner des conditions favorables à des propriétaires qui n'ont pas un trajet ou un plan pour décarboniser leurs édifices. Incluant les immeubles existants? Exactement. OK, quand même. Quand même. Quand même. Puis c'est... La conférence, on parlait de ça dans une couple d'années, mais je pense que ça va arriver plus vite qu'on pense. Là. Ça dépend quelle banque. I mean, je peux juste parler un peu plus de la Banque nationale qui sont vraiment à l'écoute de c'est quoi qu'ils voulaient faire. Et je pense que c'est intéressant parce que les banques en Europe le font déjà. Ah, c'est ça. C'était une de mes questions que j'avais. Tu sais, tout ce concept-là, c'est pas parti du Canada ici. Non, là. On est très en retard. Exactement, c'est ça. 40 ans en retard. 40 ans en retard? OK, ça, c'est quand même beaucoup de retard, là. Oui, mais on est très gâtés, je m'excuse, au Québec et au Canada parce qu'on a beaucoup de terrain. Ben oui, si on parle. En pas vraiment à Montréal, on va dire. On est densifié dans des secteurs, mais on a du terrain. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et on est très gâtés au sujet de c'est quoi qu'on est capable à faire avec notre rébut, avec nos déchets. Ben oui. Et si on regarde, parce qu'on a nos associations avec plusieurs universités, puis quand on regarde les statistiques, après Chine, Canada, par personne, on est les plus polluantes au monde. OK, quand même. Puis la Chine, on s'entend qu'ils sont des milliards, là. Oui, mais on parle pas... c'est sûr que Canada ou Québec, c'est très petit au sujet de la population. Mais si on parle par monsieur, madame... Oui, absolument. J'étais très choquée de ça. Ben là, je suis très choquée aussi, actuellement. Je peux penser quelques autres pays avant nous, mais c'est ça. J'étais choquée. J'écoutais un film sur l'Inde, là, puis l'Inde... Oui, right? Ben oui, c'est ça. C'est plus logique. Ben, un petit peu. Mais j'ai vraiment fouillé, j'ai regardé les statistiques comme il faut parce que j'ai dit non, ça se pourrait pas. Ben, comme civilisation, tu sais, on est une civilisation très civilisée, si on peut dire. Oui. Puis, effectivement, si on est dans ce barème-là, il y a quelque chose qu'on échappe à quelque part, là. Exactement. Tu sais, au niveau de notre façon qu'on consomme ou qu'on gère nos déchets, justement. Tu sais, qu'on gère l'efficacité de nos immeubles. Mais... On a besoin aussi de penser de le déchet de la construction. Oui, je sais. On parle pas beaucoup. On parle toujours de, le déchet qu'on fait à la maison. C'est aussi important. Mais j'ai pas de contrôle vraiment sur chaque monsieur, madame dans leur maison. Je peux juste avoir le contrôle dans ma maison et c'est quoi je fais pour sur tes chantiers choix. Aussi. Mais quand on regarde de la construction et on a des discussions avec des contracteurs ou whatever, on dit, OK, mais on fait quoi avec les 10 % de plus que vous mettez en poubelle? C'est quoi qui arrive avec le type d'estimation? Est-ce qu'on est capable d'intégrer les matériels de construction qui étaient réutilisés? Ça, c'est intéressant. Alors là, exemple, à Dump Park, on a une compagnie, une locataire qui s'appelle Saint-Denis Thompson, qu'on adore. OK. Puis, on devrait faire la réparation de briques de nos édifices. Et on a demandé, hey, j'aimerais bien avoir les briques d'un site de démolition. Mais on dit, au début, mais les couleurs vont pas matcher. I'm like, OK. OK. And? Cool. Non, mais quand même, les exigences des architectes, parfois, les ingénieurs, puis la ville le code aussi, du bâtiment. Exact, c'est ça. La ville, il y a beaucoup de différents Les plans sont approuvés avec cette couleur-là. Puis là, si on dit, on va reprendre la brique, c'est de retourner peut-être. Chaque fois que vous faites un changement, quelque chose, ça affecte tout un système. On ne regarde pas que l'immobilier, c'est un système. Oui. On pense que c'est un immeuble. Non, c'est...
Mais pensez-y que c'est un système elle-même au sujet de l'enveloppe, la façon qu'on utilise, le type de matériel ou le type de chauffage, la construction, whatever. ouais, le chauffage, mais la construction, elle est pour beaucoup aussi. Là. C'est vraiment intéressant ce que tu dis au niveau des déchets. Je suis présentement dans un projet de rénovation, puis c'est pas compliqué. Là, on fait venir un 40 verges, un 60 verges, whatever, puis on met tout dedans, puis Et on ça pense disparaît. pas. Ça disparaît. Ça disparaît pas. Là. Une année, j'ai pris mes employés OK. pour la jour de terre. C'est comme, pour moi, c'est Noël. C'est dans ma compagnie. C'est le That's plus nice. important, on va dire, jour qui est important. Ouais. C'est habituellement le 22 avril. Anyway, en passant. OK. Alors, chaque fois qu'on fait une geste assez importante. Alors, une fois, on était allé à un centre d'enfouissement pour regarder c'est quoi qui arrive avec votre déchet. Et la journée même, c'était comme nuageux, ça commençait à pleuvoir un peu. Et là, c'est quand même assez intéressant. Ouais. C'est rare que la plupart de la population sont vraiment sur un site comme ça pour voir c'est quoi qui arrive avec notre déchet. Et si on parle de le déchet de construction, c'est encore pire parce que c'est des volumes très vite. You know, quand on a un édifice ou whatever. Et les contracteurs à l'intérieur d'une rénovation, ils veulent aller plus vite, right? Alors, ça prend plus de temps si on va faire séparer des choses. Même qu'on a fait les rénovations dans notre église, il y avait des bancs, right? Et il y a OK. Right? Ouais, Alors, les bancs on a d'église. regardé à plusieurs places s'il y a des autres églises ou des autres personnes qui veulent avoir les bancs. Et celle-là qui était comme abîmée ou pas dans une bonne qualité, il y a même le resto qui s'appelle le Candide qui a pris cette bois et il a créé les tables pour le resto avec le bois. I mean, c'est... Et on a le fait pour le storytelling. On a fait comme une façon de dire on est capable de faire un peu des choses un peu autrement. Ouais. Mais habituellement, la compagnie de démolition, ils ont rentré, ils ont dit OK, je vais prendre tout ça dans un container. J'ai dit quand même, c'est l'histoire. Ouais. Mais ça, c'est intéressant parce que ça vient. On a parlé de prêts, des prêts verts tantôt, puis tout ça. C'est que si on adapte les prêts, ou parce qu'on s'entend, là, je sais qu'on est dans un système qui est capitaliste, puis tu achètes le terrain, tu fais du reverse engineering, combien ça coûte, tu arrives, y a-tu du profit, on est-tu négatif? Il faut quand même le calculer, mais si les prêts suivent ou si l'industrie du financement s'adapte avec ça, on pourrait travailler des belles solutions. 100%. Là. Alors, j'ai décidé de retourner à l'université. OK. Alors, je suis en train de finir mon doctorat. Nice. Et c'était un peu stupide ou drôle comment c'est arrivé. C'est que à Concordia, il y a quelque chose qui s'appelle le Next Generation Cities Institute. OK. Puis là, c'est une charte de recherche en développement durable qui a commencé avec 33 millions de dollars de le gouvernement fédéral. Puis on m'a approché dans Quo Vadis pour les premiers 56 chercheurs qui étaient là il y a 4 ans et demi, peut-être maintenant. Ils voulaient utiliser mes édifices existants et aussi les nouvelles constructions pour chercher le data, pour vraiment faire les calculs au sujet de l'empreinte carbone de nos édifices. Okay. Et c'est là que j'ai été approchée par l'université elle-même pour dire que il y a beaucoup de choses qui est fait en recherche et développement et il y a plein de solutions qui manquent dans l'industrie. Ouais. Il n'y a pas de trajet qui lie les deux côtés ensemble. Et le problème, c'est que s'il y a des solutions, mais on n'est pas capable de les impliquer dans notre quotidien dans l'industrie, ça vaut aucune ça vaut rien. information, la peine, whatever. Ça n'a pas d'impact. Et on n'a pas beaucoup d'années de gaspiller, de faire rien. Alors, mon doctorat, c'est les barrières, les opportunités pour les compagnies privées de construire carbone neutre et abordable. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, on a créé notre compagnie avec tout ça, mais on a des chercheurs à temps plein qui travaillent dans leur sujet d'intérêt. Puis là, ils prennent les informations qu'ils sont en train d'étudier, ils le lancent dans nos édifices, puis on est capable de calculer des choses un peu autrement et créer un plan d'affaires qui vaut la peine pour être rentable et aussi carbone neutre. Wow, parce que c'est le défi premier d'être rentable puis d'être carbone neutre. C'est tout un défi, là. Oui. Puis en plus, avec l'abordabilité, peut-être, là-dedans?
mais j'aime les défis. Oui, visiblement. Mais ça nous donne quand même une façon de continuer avec nos valeurs, bon, mais dans une façon que on peut vraiment avoir plus d'impact. Alors maintenant, on est dans plusieurs régions autour du Québec et c'est toujours... Il y en a une région que tu connais bien, là. Oui. On a plusieurs. Ouais. Alors, on a se mis ensemble. C'est un petit inside parce que tu avais de la misère à dire le nom tantôt. Même moi, j'ai de la misère. J'ai un problème avec mon bouche. Mais pour moi, c'est pas une question technique. Okay. On sait exactement c'est quoi qu'on a besoin de faire. Le problème, c'est un problème humain, de choix. Tout le monde dit que c'est trop compliqué. Mais on est des personnes, dans l'industrie immobilière, on est des personnes très intéressantes et aussi, on a des personnes qui ont beaucoup d'intelligence. Ça prend de la volonté. Ben oui, c'est ça. Alors, on est capable de trouver des solutions. Quand même, on débrouille très bien, right? Sur nos pistes de chantier où on a la capacité de le faire. Il faut juste commencer avec ça. C'est-à-dire, dans nos nouveaux projets qu'on a avec nos partenaires qui s'appellent Chloracité, on s'est mis ensemble parce que nous, on a comme une expertise ESG. Oui. Eux, ils ont une expertise de trouver des sites et de le faire, les options d'achat. OK. Après ça, ils ont toute une expertise de construction. Puis nous, on a une expertise en gestion, en développement durable des édifices. Alors, c'est comme un mariage parfait parce qu'on a maintenant toutes les expertises qui ont besoin de faire pousser ça avec notre partenariat avec plusieurs universités on travaille avec UQAM, on travaille avec McGill, on travaille avec ETS, on travaille avec Concordia. Alors, je pense que c'est quelque chose d'important parce que les universités ont besoin de la data et nous, on a besoin des solutions. Oui. J'ai souvent les universités qui m'appellent pour avoir le data sur mes immeubles que je vois que j'ai vendu. J'espère que vous le donnez. Oui, je le donne, avec plaisir. Oui, absolument. Oui, je suis tout le temps content quand un étudiant m'appelle. « Ah, je suis en train de faire une étude sur un immeuble là, que tu as travaillé. » Puis là, je donne du data. Aussi. Mais vous devrez les demander d'avoir les résultats de leur étude. Ah oui, ça c'est bon. Parce que ça devrait avoir un échange. Oui. C'est bien, j'ai donné le data, mais c'est quoi que moi, je peux aussi savoir de nouvelles informations que je ne savais pas ou un angle qui est plus intéressant pour moi. You know what I mean? Alors, c'est intéressant aussi d'avoir, pas juste donner toujours, mais aussi d'utiliser les informations pour améliorer nos compagnies. Oui, c'est ça. Puis, ça serait quoi que... Parce que moi, je suis dans l'industrie du multilogement, je suis dans le neuf, un petit peu dans le neuf, mais beaucoup dans l'existant. Puis je me demande, les immeubles qu'on a, puis là, je parle purement, là, exemple, on prend un exemple, un 32 logements sur Édouard-Montpetit à Montréal. Qu'est-ce qu'on peut faire, ces 6 immeubles-là, qui sont zéro carboneutre, là, on s'entend, pour les améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces immeubles-là? Le plus gros important moment de votre trajet, parce que c'est un trajet, c'est une transition écologique. Oui, c'est ça. C'est pas comme demain. Mais la question, c'est de regarder c'est quelle source d'énergie que vous utilisez. OK. Est-ce que c'est le mazout? Est-ce que c'est le gaz naturel? Est-ce que c'est quelle source? Après ça, c'est sûr que le mazout, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Là. Oui, vraiment. Au sujet de gaz naturel, il y a comme un trajet à faire, mais il y a maintenant beaucoup plus de solutions. Mais aussi, c'est regarder quand vous êtes en train d'investir l'argent dans votre immeuble, que vous devrez le faire anyway. S'il y a un toit qui devrait changer ou des fenêtres ou whatever, avoir une opportunité de regarder est-ce que moi, je mets mon argent dans la bonne place à le bon temps. Right? Parce que tu n'as pas besoin juste de jeter tout et recommencer. Il faut regarder qu'il y a une analyse de cycle de vie. Alors, dans vos édifices, vous avez toujours un Building Condition Assessment Report, right? Yep. Alors, c'est là que vous pouvez regarder, OK, mon toit va venir en 5 ans. Mon, I don't know, whatever, mon système de chauffage, il finit en 3 ans. Oui, la plomberie, l'électricité, whatever. N'importe quoi. Vous prenez ce document, votre document de base, puis là, vous dites, OK, j'ai X montant de chaque que j'ai besoin d'investir, c'est là que vous allez à la banque et avoir une discussion avec la banque ou whatever. Ouais, c'est ça. Mais c'est-à-dire que si j'avais besoin de changer mon système de chauffage, c'est quel système que je vais choisir? Si je vais changer mes fenêtres, c'est quel type de fenêtre?
c'est quoi que j'ai fait avec l'enveloppe de building, c'est quoi j'ai fait avec mon toiture. Mais la situation, c'est que parfois, comme propriétaire, on a des experts qui viennent, comme une compagnie de toiture, Oui, c'est ça. Mais le problématique, c'est que si vous n'avez pas une vision de système de votre édifice, surtout les anciennes, vous ne pouvez pas juste changer le système de toit et qu'il n'y a pas d'impact avec le système de chauffage. Oui, c'est ça. Et parfois, on travaille toujours en silo. C'est vrai qu'on travaille en silo. Alors, on n'appelle pas le gars qui fait l'entretien de fournaise quand vous changez le toit. Non. Mais vous devrez. Oui, c'est ça. Parce qu'un affecte l'autre. Absolument. Parce que le gars de toiture va me dire, ah non, votre système de chauffage est trop puissant. On ne peut pas faire un R45 parce que ça va causer des problèmes de moisissure à l'intérieur de votre édifice. Ça, je l'ai entendu. De plus en plus, je l'entends, celle-là. Oui, mais quand même, on dit, OK, cool. Mais si vous avez un défi, que, exemple, vous voulez réduire l'empreinte carbone par 45 % dans 10 ans, il faut regarder votre système de fenêtre, enveloppe, système de chauffage, tout en même temps. Oui, c'est ça. Absolument. Puis il y a même aussi, j'avais une pensée, des fois on dit, on va changer la brique. Puis là, tu changes la brique, mais tu fais quoi avec l'ancienne? Tu l'amènes au site d'enfouissement? Non, il y a peut-être des compagnies qui veulent récupérer cette brique-là pour faire... Pourquoi tu as besoin de changer les briques? Peut-être tu es capable... parce que si on parle de l'économie circulaire, c'est ça. Qui coûte moins cher que de remplacer vos briques, mais peut-être c'est le pointage de briques que vous devrez faire. Peut-être vous devrez faire injecter l'isolation à l'intérieur de votre mur de briques en arrière. Peut-être il y a une section de briques que vous devrez faire changer. Peut-être il y a comme un buckling ou quelque chose que vous devrez remplacer. Mais juste complètement changer le système parce que c'est plus facile pour les maçons. Appelle nos maçons. Vraiment intéressant. Et ça coûte moins cher parfois. Il y a des surprises. On est like, cool, you know. Mais pensez-y, you know. Mais c'est sûr que parfois, les personnes ne veulent pas donner les garanties, right? Si ce n'est pas fait par eux, 100% par leur équipe, c'est aussi une problématique. Alors, il faut regarder même les compagnies d'assurance, les compagnies qui font la gestion des différentes garanties autour de whatever, le pointage de briques ou whatever. Un affecte toujours l'autre. Et ça, c'est pourquoi les personnes disent « Ah, je vais changer le système au complet parce que je ne veux pas casser le tête. » Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant comment tu as une vision globale. Il faut. Vraiment, là. De pas juste avoir comme... Tu as vraiment une vision globale de tous les impacts qu'ils peuvent avoir autour d'un bâtiment, autour d'un immeuble. Mais c'était fait il y a peut-être 40 ans. On a vraiment changé le piste et le trajet. C'est complètement bizarre parce que les choses que moi, je parle maintenant avec même un système de filtrage d'eau. En Europe, il y a des tuyaux pour l'eau propre qu'on boit. Oui, puis l'eau grise. Et l'eau grise. Et ici, on a un système. You know? Alors, et on utilise l'énergie pour faire traiter l'eau qu'on moi, je sais, lavage. J'étais dans ce domaine-là avant. Puis, dans le fond, anciennement, j'étais électromécanicien avant d'être courtier immobilier. Puis, je travaillais dans les systèmes d'épuration des eaux puis d'eau potable. Puis, je le sais, là, les usines, là, c'est au Québec, là. Mais j'ai travaillé sur un bâtiment aussi qui était l'hôtel de ville de Saint-Sauveur. À l'époque. Puis, je me rappelle, ça, j'avais trouvé ça intéressant. Ça fait quand même 12 ans de ça. Puis, il y avait l'eau grise et l'eau potable. Il y avait un bassin au centre de la salle de conseil municipal qui récoltait l'eau de pluie pour alimenter toutes les toilettes. Puis, c'était vraiment... Puis, il y en avait un système de géothermie aussi à l'époque. C'était très... c'était vraiment bien. Il y a des solutions. Ben oui, il y en a. Nathalie, merci beaucoup. Merci. Je suis très content de t'avoir rencontré, d'avoir pu connaître un peu plus ce que tu fais. Et tu as vraiment bien expliqué les ESG. C'est vraiment un autre... je suis vraiment content. Donc, c'est où que les gens ils peuvent te trouver? Sur les réseaux sociaux, je sais pas, LinkedIn? On a tout. Alors, LinkedIn, on a Quo Vadis, on a Quo Vadis Capital. On a aussi mon nom personnel, Nathalie Volant. Alors, on est sur LinkedIn, mais on est aussi sur Instagram. Et on a un site web, mais je peux dire qu'on est très souvent sur LinkedIn de mettre toutes nos informations. Puis Quo Vadis Capital, ils font quoi exactement? C'est une branche? C'est notre branche d'investissement pour les nouvelles constructions. Alors, on fait la gestion, mais on fait aussi l'investissement dans les nouveaux projets. Alors, C'est une compagnie qui lève des capitaux?
C'est les compagnies que nous, on utilise, nos OK. capitaux. OK, je Donc, comprends.